Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ouais, ben c'est une nouvelle qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, Alexandre, dans les dernières heures. Une entente qui aurait été conclue sur Churchill Falls. Là, vous allez m'arrêter en disant, OK, mais c'était pas en 2024, ça, qu'on avait conclu une entente. Vous n'êtes pas dans le tort à la maison parce qu'il y avait effectivement une première entente de principe jugée historique. On remonte à 2024. François Legault, qui est alors premier ministre, l'ancien premier ministre libéral aussi de Terre-Neuve et Labrador, Andrew Furey, font une entente en disant, regardez, là, le vieux deal qui datait de 69, là, qui devait durer jusqu'en 2041, dans lequel le Québec payait 2 cents le kilowattheure pour son énergie qui venait de la centrale de Churchill Falls. On avait dit, regardez, là, on va prolonger ça, on va augmenter tout ça. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y a eu d'autres élections, à Terre-Neuve et Labrador. Et là, c'est un nouveau premier ministre, là, c'est Tony Wakeman, qui, lui, était pas de la même bannière que son prédécesseur. C'est un progressiste conservateur, il est désormais majoritaire. Et depuis 2025, lui, il avait remis en question cette entente de principe-là qui avait été faite. Et là, semble-t-il qu'on a retrouvé une nouvelle entente qui serait encore plus majeure que la précédente, là. C'est notre bureau parlementaire qui a pu confirmer des infos de la presse, comme quoi Hydro-Québec et l'équivalent là, chez Terre-Neuve et Labrador vont produire plus d'électricité, mais aussi investir plus d'argent pour être capable d'améliorer des centrales, en construire des nouvelles centrales hydroélectriques également, ce qui nous amènerait encore plus que les espèces de 9100 mégawatts qui étaient prévus, dont 7200 devaient revenir à Hydro-Québec. Bon, on n'a pas tous les chiffres, on sait pas jusqu'où ça va augmenter, on sait pas de combien la facture va augmenter non plus, c'est toutes des questions qui sont en suspens, mais à un moment où Hydro-Québec, puis le Québec en général a besoin de plus d'électricité puis d'énergie que jamais, ça tombe quand même à point cette nouvelle-là. Ça devrait là, être annoncé la semaine prochaine. Pour l'instant, le cabinet de la première ministre Christine Fréchette est avare de commentaires, on dit pas grand-chose. On comprend la discrétion, on va entendre effectivement l'annonce officielle. Dans le cas de M. Wickham, lui, il avait fait ses choux gras de ça. C'est là-dessus qu'il s'est fait élire, là, d'ailleurs, à Terre-Neuve-Labrador, en disant l'ancienne entente, ça valait rien. On s'est fait avoir. Moi, je vais renégocier quelque chose qui va être très avantageux pour les Terre-Neuviens. Bon, maintenant. Est-ce que ce sera si révolutionnaire que ça, cette entente-là? On n'a pas tous les chiffres. On ne peut que spéculer ce matin. Le point d'interrogation que j'ai, lorsqu'on dit, OK, on veut augmenter les volumes d'énergie pour les deux parties, produire davantage, c'est une chose de vouloir le faire sur papier. Et lorsque vient le temps, par exemple, de réaliser ces projets-là, c'est pas rare qu'il y a 1001 embûches. Alors, quel sera, moi je veux voir disons, l'échéancier, quel est l'échéancier qu'on se donne, quelle est la capacité de production, jusqu'à quel point on veut augmenter ça, c'est là qu'on verra effectivement le réalisme du projet et surtout, est-ce que le Québec tire bien sûr encore une fois son épingle du jeu, puis est-ce que Wickham, les babines ont suivi les bottines, là, parce qu'il claironnait très fort là-dessus, puis dans le fond, qu'est-ce que ça aura donné? Là, il y a toutes sortes de rumeurs entourant, une possible offre qui va être déposée dans les prochains jours là, pour justement s'entendre entre le Canada et les États-Unis. Voilà que de nouvelles sources de la CBC révèlent que l'offre américaine ne serait pas à la hauteur du côté canadien. Oui, il s'en vient minuit moins une, parce que la semaine prochaine, on est censé présenter une offre là, conjointe du côté américain et canadien à Donald Trump 2 jours avant l'entrée des fameux droits de douane de 50% qui sont menacés par les Américains. Mais là, c'est ça. Il y a des sources qui ont parlé entre autres à CBC News qui disent, les responsables canadiens pas super heureux de la dernière offre. Là. Semble-t-il que les Américains, eux, veulent toutes sortes de choses, toutes sortes de concessions. On parle maintenant aussi d'un accès préférentiel aux minéraux critiques du Canada. On parle de sécurité, d'énergie, toutes sortes de garanties puis de nouveaux domaines qui viennent de s'ajouter dans des négociations qui sont déjà, on le sait, éminemment complexes. On n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec la gestion de l'offre du marché du lait, par exemple, ici au Québec. On n'a aucune idée de ce qui va se passer pour les droits de douane sur l'aluminium. C'est encore bien flou, mais alors qu'on était très optimiste là, dans les derniers jours, il y a des sources qui lèvent la main en disant « pas si vite ». Peut-être que c'est pas réglé encore tout ça. Bref, là, chaque jour, la pression va monter sur les négociateurs pour essayer de produire quelque chose d'ici la semaine prochaine. Puis on risque d'en voir beaucoup là, des rumeurs du genre, Alex. Et on sent aussi qu'on s'active en coulisses. Là. Aujourd'hui, première d'une série de 2 rencontres, une espèce de cellule de crise de la part de la première ministre Christine Fréchette. Aujourd'hui, c'est davantage tout le secteur, si vous voulez, du patronat, de l'aluminium, la foresterie, beaucoup de matières premières comme ça. Demain, ce sera au tour de l'UPA
et des producteurs laitiers. Quand on regarde ça, bien sûr qu'en trame de fond, on se dit, est-ce que le Québec va être encore sacrifié, là? Ce sera quoi? Dans toute négociation, vous savez, ça peut pas juste être d'un bord une négociation, là, puis que les concessions viennent toujours juste du même côté. Pour qu'une négociation fasse du sens, faut que de part et d'autre, on fasse un pas vers l'autre. Si c'est juste d'un bord, c'est pas une négociation, c'est une imposition. Alors, c'est toute négociation qui se tient, on fait chacun un bout de chemin. Mais là, le problème, c'est que c'est juste le Canada qui a fait le bout de chemin jusqu'à maintenant, avec 1001 concessions. C'est drôle. Souvent, c'est le Québec qui est comme. Alors, est-ce qu'encore une fois, ce sera les produits laitiers? Est-ce que ce sera le secteur de la foresterie, le secteur de l'aluminium? On parle beaucoup de l'alcool là, sur les tablettes. Là. Peut-être juste rappeler à M. Carney que c'est aux provinces à décider. C'est pas à lui. Ça ne le regarde pas. Et quand on collige toutes sortes d'informations, vous avez peut-être vu dans le Globe and Mail ce matin, où on apprend que les responsables canadiens seraient en train d'étudier aussi une proposition faite par Washington. Et là-dessus, ça toucherait les véhicules. Il y aurait sur la table, disons, un certain pas dans la direction, une réduction des droits de douane américains sur les véhicules de 10 à 15%, et en échange, toujours selon le Globe and Mail, Ottawa n'en imposerait aucun dans ce secteur-là. Alors, il y aurait des escalades, si vous voulez, parce que les taxes, les droits de douane actuels, bon, ça peut aller jusqu'à 25%. Alors, dans ce cas-ci, on aurait désescaladé ces tarifs. Mais c'est sûr que ça commence, je veux dire, l'échéancier, là. La menace de Trump, là, c'est le 19, là. C'est le 19 août, là. C'est là, là. C'est très, très, très imminent, on va le dire comme ça. Il y a de nouvelles réglementations. En ce qui concerne les règles en prison, Alexandre, ça va peut-être surprendre plusieurs de nos auditeurs. Ouais, ça va être annoncé ce matin par le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière. Et là, ça vient toucher tout ce qui est contrebande, entre autres. Là, d'un côté, on veut sévir là, en modifiant le régime disciplinaire dans les prisons québécoises. Ça devrait entrer en vigueur dès le 28 septembre prochain par rapport à certaines infractions qui maintenant vont pouvoir être sanctionnées un tout petit peu plus selon le contexte. Parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle des infractions générales, puis ça concernait à peu près tout. Là. Tu rentrais là-dedans, par exemple, la possession d'un cellulaire, la contrebande d'objets, etc. Il y avait comme toujours les mêmes petites peines et sentences qui étaient imposées. Là. Maintenant, c'est des sanctions qui vont être imposées par un comité de discipline. Ça peut être des travaux collectifs, ça peut être un isolement qui est plus long que la durée qui est permise en ce moment, ou encore la suspension des achats à la cantine. Puis ça, là-dessus, le ministre Lafrenière a été comme catégorique. Il dit, bon, les gens, là, dans la société, vous allez pas trouver ça dramatique, mais pour quelqu'un en dedans, là, de perdre son droit pis ses privilèges à la cantine, c'est quelque chose d'assez important. Merci. Après ça, ils disent qu'on pourrait demander, dans certains cas, aux détenus de venir rembourser des objets qu'ils détruiraient. Par exemple, une fenêtre pour faire de la contrebande. Moi, je vous avoue que j'ai entendu ça pis j'ai fait, c'est pas déjà ça qu'on fait? Quand il y a des détenus qui brisent des affaires, vous imposez pas qu'ils réparent cette chose-là ou qu'ils payent ou qu'ils colligent. Non. Ça a l'air que non. C'est pas quelque chose qui est déjà mis en place. Après ça, on apprend qu'il y a un projet pilote. Le premier projet pilote qui se met en place à Roberval pour avoir des uniformes, pour simplifier la vie des agents. Entre autres, des espèces de vêtements noirs et gris. C'est pas déjà le cas? Non. Semble-t-il que non. Qu'on a droit aux vêtements personnels à l'intérieur, que les vêtements personnels en question sont utilisés, par exemple, il y a des gens qui vont livrer les vêtements dedans, mais qui les trempent dans une substance, comme de la drogue ou autre dedans, que ça sèche, puis là, une fois dedans, tu le remouilles, tu ressors ça, puis ça te permet d'avoir des produits de contrebande. Ça a l'air qu'il y a des gens qui portent en dedans des vêtements avec des couleurs, des logos associés à certains gangs de rue, certains gangs criminalisés, puis que ça, c'était monnaie courante à l'intérieur. Puis là, c'est pas un changement qu'on fait à grandeur. C'est un projet pilote sur 12 mois pour peut-être éventuellement mettre des uniformes dans les prisons. Je vous avoue, là, Plaisir, peut-être aussi qu'on va mettre des numéros dessus pour qu'on soit plus facile à reconnaître. Ça va faciliter les fouilles. On va permettre de mieux différencier les prisonniers de la population générale extérieure à la prison. Mais attendez un peu, il y a personne qui porte un uniforme dans les prisons au Québec? Avoir le nombre de cellulaires puis les drones qui sont en dedans, moi, ça m'étonne pas ce que tu dis. Mais c'est fou, je trouve, là, de voir que c'était déjà... Puis là, c'est une modification de règlement. Ça n'a pas pris un projet de loi, ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été débattu longuement, voté dessus, adopté. Non, là. C'est une modification que le ministre Lafrenière a pu faire comme ça. Pourquoi c'était pas fait avant? Je dois t'avouer que je suis quand même étonné de voir effectivement que y a des choses qui n'étaient pas faites. Je suis aussi à chaque fois un peu
ébahi, pas toujours dans le bon sens du terme, là, mais de la créativité de ces criminels pour rentrer de la dope en dedans, je n'en reviens pas. Puis là, tu vas avoir des gens là qui vont claironner. Ah ben là, les droits des détenus. Là, hey, là. Franchement, les habiller toutes pareilles. Puis là, vous allez voir, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont déchirer leur uniforme sur cette question-là. Rapidement, il y a une bagarre là, au pénitencier de Donnacona. Ben justement, ça fait partie des choses sur lesquelles on veut agir, puis l'escalade de violence se poursuit dans ce pénitencier-là. C'est une agression armée qui concerne plusieurs personnes. Ça aurait commencé dans le gymnase de l'établissement. Il y a plusieurs détenus impliqués. Il y en a plusieurs qui ont été transportés à l'hôpital pour avoir des soins. Là, on craint pour la vie de personne. Mais pour l'instant, aucun détail. Là. On sait pas c'est quoi l'arme, on sait pas le contexte, on sait pas combien de personnes, mais c'est un autre épisode de violence au même pénitencier. Rappelle qu'en juin, il y a un dangereux criminel lié au groupe criminalisé Arab Power qui a été, lui, tué de plusieurs coups de couteau en pleine tête, qui a eu dans les derniers mois plusieurs attaques violentes. Certaines ont été mortelles aussi. Donc, disons que c'est tout un contexte là, dans lequel on vient annoncer là, une augmentation de la sévérité de certains règlements. Mais moi, j'accueille ça de manière très favorable. L'annonce de Yann Lafrenière. Oui. D'abord, c'est un gars qui a une bonne tête sur les épaules. Ça fait partie de ceux au gouvernement Fréchette envers qui, je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui a un passé aussi qui le rend très sensible à ce genre de réalité-là. On se souviendra, ancien policier. Il y a un coup de barre à donner. Là. C'est rendu une vraie farce. Là. Ils sont à veille de se faire livrer une pizza sur Uber Eats à la fenêtre là, quand c'est pas là, de la drogue quoi que ce soit. Puis le fait, t'as souligné un point important. Tu sais, là, présentement, il y en a qui affichent, tu sais, leur couleur, leur gang d'appartenance en dedans. Hey, c'est pas avec le med, là. T'es en prison, là. T'sais. Alors, moi, je vois pas pourquoi, là, on ne devrait pas aller de l'avant vers ça. Ce sont souvent des détenus qui ont beaucoup trop de droits, tant qu'à moi. C'est à la une du journal, le fameux cafouillage des piscines. Parce que là, c'est une vraie farce, là. Souvenez-vous, on avait annoncé un règlement, là, où il fallait tout clôturer nos piscines, puis ça pressait donc, c'était donc urgent. Là, tout le monde s'est garoché là-dessus. On se souviendra du Trisac l'avait fait. Je pense qu'il est encore en sacramouille un matin là-dessus. Ouais. Et là, on avait reculé. Là, il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. C'est Finalement, plus de 10 000, c'est pas tout de suite. On reporte le projet. Et on s'aperçoit que le bordel est encore pris, là, Alexandre. Quand j'explique la nouvelle du règlement des clôtures de piscine, on dirait que j'explique le troisième lien. Ça a lieu, ça pue. Nouvelle mouture, différentes moutures. On recommence, on revient. C'est un cafouillage absolument complet. Puis là, ça donne encore des situations chaotiques un peu partout. Là, parce que là, rappelle qu'on a encore une fois repoussé là, de 2 ans la date de butoir. Là, on est rendu, c'était supposé rentrer en vigueur le 30 septembre 2025. Là, on est comme à 1 an à peu près de tout ça, supposé entrer en 2027. Mais là, il y a quand même des inspecteurs qui commencent à faire du zèle. Là. Il y a l'histoire, par exemple, d'André Jérôme, raconté à notre collègue Martin Lavoie du journal. Un homme, M. Jérôme, qui habite à Saint-Sauveur. Tu connais quand même ce coin-là, Alex. Qui a reçu une visite d'un inspecteur au printemps. Là. Après, au départ, il a fait comme une demande de permis pour se conformer. Après ça, la municipalité a dit non, nous on s'arrime à la réglementation du gouvernement, mais le gouvernement l'a clarifié d'une autre interprétation. Nous, on a le droit d'être plus sévère. On vous demande encore plus de... Mais ça, c'est contestable. Tu nous dis ça, je chaîne du nez. Là. Mais ça, tout ça, il va pouvoir contester. Donc, ce que tu nous dis... Il l'a fait déjà. Non, mais attends, ce que tu nous dis, c'est que là, il y a des municipalités qui vont dire, gars, OK, la directive du gouvernement est reportée de 2 ans, mais nous, on va l'appliquer tout de suite. Mais c'est pas de l'appliquer tout de suite, parce qu'ils peuvent pas. Mais eux ont décidé d'être plus sévères dans leur interprétation d'un règlement auquel ils se sont arrimés au gouvernement. Ils se sont donné et là, des droits. Reçoit une visite de l'inspecteur au printemps. Ils disent, vous devez vous conformer immédiatement. Là, lui, il appelle le maire, il dit, c'est parce que là, ils viennent m'enquiquiner. Le maire dit, je vais régler ça. Après ça, il reçoit 3 autres inspections de suite chez eux. Il dit, fait 15 ans, il y a personne qui est jamais passé pour inspecter quoi que ce soit chez nous. Là, il y en a 3 qui arrivent dans la même année. Là, je reçois un 2e avis pour me conformer, sinon on va me donner une amende. Là, lui, il a mis en demeure la municipalité en disant arrêtez de me harceler, le règlement arrive dans 1 an. Fait que, tu sais, tout dépendamment, t'es où, la réglementation a changé. Moi, j'ai des gens dans mon entourage, Alex, dans leur municipalité, je nomme pas où, je nomme pas qui, dans ma famille, qui... ils ont tout déjà fait en amont. Ils ont dit, garde, là, ça va être la folie, les clôtures, dans pas long, les installateurs, ça va se bousculer au portillon, les prix vont monter, on va le faire tout de suite. Puis là, entre le moment où ils ont installé à coups de dizaines de milliers de dollars des clôtures et maintenant, la réglementation a changé. Puis ils sont plus conformes. Ah, t'es Ah sérieux, non, ça c'est frustrant. Mais tu sais, on est face à un exemple, là.
Ça, c'est le genre de truc qui écœure le monde. C'est-à-dire qu'on sait pas à moitié où on s'en va, les règles sont pas claires, 10 jours avant l'application, on recule, on reporte ça. Là, il y a des municipalités qui prennent certaines libertés. Finalement, une chatte ne retrouve plus ses petits. Non, mais c'est vrai, on est mêlé comme un jeu de cartes là, en regardant cette histoire-là. Et moi, je me souviens d'une scène, puis je l'avais vécue à la télévision, là, tu sais, un journaliste sur le terrain, là. Puis là, ça se passait dans la région de Québec. Puis là, le journaliste est là avec son tape à mesurer, tu sais. Puis je pense que le gars était pas conforme. C'est une question de millimètres, là, tu sais. Puis là, ça y aurait coûté des milliers de dollars pour une question de millimètres. C'est le jugement des fois, là. On va te dire, il y en a qui étaient aux toilettes quand c'est passé. C'est quand même nous désirons obtenir le laissez-passer A38. Le but, c'est de protéger les enfants. Il peut pas passer dans 1 millimètre, l'enfant, là. Québec solidaire revient à la charge avec son idée de créer un réseau d'épiceries publiques. Oui, dans les annonces préélectorale, point d'interrogation. Là. On n'a pas commencé la campagne officiellement, mais on est comme dans la très proche campagne électorale en ce moment. Et là, voici première promesse de Québec solidaire qui dit vouloir créer un réseau d'épiceries publiques pour essayer de dégonfler les prix à l'épicerie en ce moment. Parce que selon leurs estimations à Québec solidaire, 27% d'augmentation au cours des 5 dernières années du prix du panier d'épicerie moyen. Et là, dans le projet pilote, eux feraient 2 centres de distribution, 15 établissements commerciaux dans des secteurs où l'accès aux aliments frais est plus difficile. Puis là, ce qu'on dit, c'est, regardez, c'est un réseau d'épiceries, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'objectif de profit. On vient faire concurrence aux autres épiceries, fait qu'on espère qu'ils vont baisser leur prix. Et là, on prendrait tout l'argent pour le réinjecter encore dans ce réseau-là. Ça coûterait 100 millions, selon eux, à établir, 80 millions de dollars par année à entretenir. Et on veut aussi que 75% des produits qui seraient vendus dans ces épiceries-là proviennent de produits du Québec. Bon. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que ça repose quand même sur certaines bases? Oui, New York, le Mexique, Toronto développent en ce moment aussi une initiative à peu près similaire. Mais est-ce que ça a donné ses preuves? Est-ce que ça a porté fruit? Ben ça, c'est toute une question. Reste à voir si les électeurs là à l'automne vont croire ou vouloir embarquer dans le projet de Québec solidaire. Bon, c'est un pavé dans la marge. Je vous rappelle que Québec solidaire a à peu près 11% des intentions de vote, selon le dernier sondage léger. Maintenant, à chaque fois que Québec solidaire avance des chiffres sur le coût de tel et tel projet, bon, je prends ça quand même avec un grain de sel. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Parce que, tu sais, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce qu'il y a, tu sais, je veux dire, là, on va collectivement subventionner les fruits et légumes, les trucs de tout le monde. Il a dit oui, ça va aider les familles, mais est-ce qu'on rate la cible? Est-ce qu'on devrait pas utiliser des mesures un peu plus ciblées pour aider vraiment les bonnes personnes? L'autre point d'interrogation que j'ai, c'est jusqu'à quel point on va pouvoir concurrencer là, les grandes bannières, puis les Costco de ce monde, puis les... avec 15 succursales. Pouvoir d'achat, je pense pas. Ouais. Mais ça fait jaser. Ça fait jaser. Mais je pense pas qu'on va voir ça dans un avenir plus ou moins rapproché. Scène culturelle, Isabelle, on en parlait hier. Hein, le 12 août, j'achète un livre québécois. T'as déjà des chiffres? Ben, ça fonctionne parce que depuis 2014, au début, c'était une initiative... agréable. Aujourd'hui, même les sorties de livres ont changé. T'sais, habituellement, la rentrée, ça se passe en septembre avec la télé. Tout sort en septembre. Maintenant, ils doivent devancer. Donc, il y a plein de nouveautés qui sont sorties en août. Il y a plein de libraires qui ne prennent pas leurs vacances, finalement. Ça a bousculé le calendrier littéraire, littéralement. En 2025, dans les régions hors Montréal et Québec, c'est une augmentation de 806% pour l'achat des livres québécois. Pour Québec, 1352%, c'est énorme. Wow. Ouais, d'augmentation. Montréal, on dépasse le 1000% d'augmentation de vente aussi. Et quand on regarde les titres ou les auteurs, en tout cas, qui attirent le plus, Élise Gravel, Michel Rabagliati, Michel Jean, David Goudreau, Simon Boulris font partie du palmarès, mais on aurait pu aussi un petit peu plus bas ajouter Christine Brouillette, Patrick Sénécal, entre autres. Et puis, ce que je trouve intéressant, puis c'est drôle parce que j'ai repris un chroniqueur hier, puis il était pas mal intentionné, mais tu sais, souvent, on va entendre encourager Québécois. Mais encourager, c'est comme faire pitié, là. On a besoin de... Non, on va l'encourager, le petit, pour lui. Beau, lâche pas, pirouette, t'as fait un beau dessin. Bravo, la roue latérale a été bonne. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est consommer avec fierté. Tu sais, maintenant, c'est pas... Ça fait partie même de l'habitude à longueur d'année. Puis on l'a vu sur les vitrines, on le voit sur ce qu'on appelle la présentation visuelle, le PV du magasin. Et ça fait partie maintenant. C'est pas d'encourager, c'est de consommer puis de prendre conscience. Puis il y en a plein cette année, je trouve, dans la diversité de la proposition, qui a permis en sorte de faire augmenter les chiffres. Ceux de 2026 vont sûrement paraître dans les prochains mois, mais c'est quand même très concluant.
on s'excuse auprès des libraires qui n'ont pas pris de congé. Ouais, puis là, moi, si je l'ai pas acheté hier, puis je l'achète aujourd'hui, c'est-tu correct? Mais c'est ça. Je suis encore Bien dans la bonne sûr. zone. Ben, au fait, c'est juste pour shaker le cocotier. Là, après ça, tu peux bien l'acheter le 16 août si tu veux. Là. Je vais aller shaker mon cocotier.